Tu écoutes l'épisode 86 de S'ouvrir à l'amour, le compte bancaire émotionnel. Alors, je t'entends déjà rouler les yeux ou dire, mais Sandy, comment ça? Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment tenir les comptes d'apothicaire dans une relation? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est pas mieux de donner sans attente, à la hauteur de ce qu'on veut donner, de se montrer généreux? Euh, et que quand on est avec quelqu'un, on ne doit pas forcément compter. Alors, oui, on ne doit pas forcément être dans les comptes d'apothicaire, mais j'ai envie de t'inviter à écouter cet épisode avec un petit peu d'ouverture et de curiosité sur comment, en fait, tenir les comptes pourrait t'aider dans ta relation. Avant que je rentre dans le vif du sujet, si tu écoutes l'épisode au moment de sa diffusion, ce samedi à 11 heures, je serai à Paris au Salon Zen pour une conférence sur les schémas amoureux. Donc, si tu as envie de me rencontrer en vrai, je t'invite à venir au salon. Et sinon, si tu as envie de t'inscrire, je fais bientôt un workshop pour les personnes qui ont vécu une rupture et où je donnerai en fait des conseils pour se remettre d'une rupture qui n'est pas toujours évident. OK? Donc, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Alors, la première chose que je voudrais pour contrecarrer, en fait, si tu veux, et t'ouvrir, en fait, ouvrir la discussion, euh, bien sûr, il n'y a pas des comptes d'apothicaire, mais comment est-ce que tu te sens dans une relation qui va que dans un sens, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit amicale, ou quand un ou une de tes amies te demande encore un service et que tu as l'impression en fait qu'elle te rend quelque part jamais l'appareil. Peut-être que tu te sens énervé, peut-être que tu te sens utilisé, ou peut-être que tu vas d'un seul coup t'éloigner de la relation ou être moins connecté dans cette relation. Et finalement, ça a un impact parce qu'il y a un déséquilibre où tu perçois un déséquilibre dans la relation. Et je trouve que ce concept en fait de compte bancaire émotionnel, en tout cas moi quand je l'ai en fait créé pour moi-même, ça m'a permis d'évaluer en fait la satisfaction que j'avais dans mes relations actuelles et surtout de regarder comment je pouvais en fait arriver à changer la dynamique de la relation, changer le système sans forcément demander à l'autre, mais déjà en moi adaptant mon comportement. Et en fait, j'ai appris 15 années plus tard que ce concept, en fait, il existait. Il y a Stephen Covey, dans son livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, il parle vraiment de ce compte bancaire émotionnel où il explique, selon lui, les critères qui ajoutent en fait du crédit à la relation. D'ailleurs, Clotilde Doucelier, dans son podcast Change ma vie, en parle dans les épisodes 153 et 154. Elle apporte une grille de lecture assez intéressante et aussi elle liste tous les biais qui peuvent biaiser la perception qu'on a des actions de l'autre. Donc, je t'invite à écouter les épisodes de podcast de Clotilde Dussoulier. Euh, et aussi, moi, dans cet épisode, j'avais envie de t'apporter ma touche personnelle, comment moi, je l'ai personnellement utilisé, ce compte bancaire émotionnel, les avantages que je vois à considérer une relation dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va ajouter du débit, donc en diminution de la satisfaction ou du crédit en positif de la satisfaction? Et je vais te partager aussi d'autres ressources, notamment les conseils de David Brackford et Carol Robin de leur livre Connect, parce que je trouve que ça recoupe. En fait, tu verras qu'il y a beaucoup de recoupage en fait dans les concepts et ça permet des fois de voir qu'est-ce qui vraiment ressort de tout ça. Pour pouvoir parler de compte bancaire émotionnel, le premier principe, c'est une relation satisfaisante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut savoir si une relation est satisfaisante? Alors, ma définition, c'est pour moi une relation en fait qui est harmonieuse. C'est une relation dans laquelle
le prendre, le donner et le recevoir sont perçus par les parties concernées comme équilibrés, c'est-à-dire qu'il y a une forme de satisfaction mutuelle. Et le fait de donner cette définition, ça permet de mettre en lumière pour moi deux critères qui sont importants pour la relation équilibrée. C'est de un, c'est un certain équilibre entre le prendre, le donner et le recevoir pour qu'il y ait cette satisfaction mutuelle. Ce qui ne veut pas dire que c'est du 50-50. Je vais vous donner deux exemples après pour illustrer ça. Et la perception des parties concernées. Donc, en gros, si tu veux améliorer la qualité de tes relations, tu peux travailler de manière séparément, soit sur ta perception, soit sur cet équilibre dans la relation. Alors, pourquoi je te dis que ce n'est pas forcément un équilibre 50-50 ? Je vais te donner un exemple amical et un exemple en tant que parent. Par exemple, tu es une amie et c'est dans ta nature. Tu aimes rendre service, tu as cette générosité d'aider les autres et sans forcément attendre quelque chose en retour. Et en fait, une personne qui a cette manière d'être, bah pour elle, ça pourrait être équilibré si la personne en face d'elle lui dit simplement merci, la remercie pour ce qu'elle fait et elle va pas forcément se sentir pénalisée ou endettée dans la relation parce qu'elle aura reçu sa forme à elle de compensation. Toi, en tant que si tu es parent, en fait, si tu es maman ou si tu es papa, ben, tu vas peut-être pas attendre que ton enfant te rende 50% ou donne autant ou fasse autant de choses pour toi que toi tu fais pour lui. C'est un peu le principe d'être parent. Et ben, peut-être que dans cette relation, ça te suffira de le voir heureux ou heureuse, ça te suffira de voir son sourire ou de le voir évoluer dans sa vie. Donc, c'est vraiment, en fait, quand je parle d'équilibre, prenez pas ça comme il faut que ça soit du 50-50, mais plus comme c'est un équilibre qui me convient à moi dans la relation. L'autre chose que je trouve intéressante, en fait, dans le compte bancaire émotionnel, c'est que ça permet, en fait, de comprendre le facteur temps. Donc, pour toutes les relations qui sont plutôt longues, que ce soit des amitiés, que ce soit des couples de longue durée, le facteur temps joue un rôle. Donc, si je prends à nouveau un exemple en amitié, euh, et tu as une amie ou un ami qui traverse une phase difficile. Il vient de se séparer, ou il a perdu son travail, ou bien, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Il vit une phase un peu de dépression ou quelque chose de difficile. Ben, à ce moment-là, en fait, c'est pas c'est assez naturel de se dire, ben voilà, dans cette période-là, je vais être là pour l'autre, je vais apporter à l'autre, je vais soutenir l'autre, etc., etc. Puis je vais pas forcément attendre un retour à ce moment-là. Le retour peut se faire par des remerciements plus tard, quand la personne va mieux, etc., etc. Et ça permet en fait de comprendre que le facteur temps euh, permet d'avoir des phases plus de débit ou des phases plus de crédit. Ça explique aussi pourquoi, et peut-être que toi tu l'as ressenti, si justement tu as été en négatif pendant un long moment parce que tu as soutenu ces personnes pendant longtemps, que au bout d'un moment, en fait, euh, tu sens un déséquilibre dans la relation. C'est souvent une sensation, c'est pas forcément inconscient, mais le fait de savoir que le facteur temps a peut-être une influence, là, moi, ce que j'invite souvent à faire, c'est de te dire, OK, est-ce que j'ai perçu, en fait, dans le passé, qu'il y a eu un gros déséquilibre et à ce moment-là, c'est à moi, finalement, de voir comment est-ce que je peux rétablir cet équilibre dans la relation. Pour moi, ça explique souvent, en fait, pourquoi certaines crises de couple peuvent perdurer dans la durée, parce que un partenaire, en fait, il s'estime toujours en négatif. Attention, je parle toujours ici de perception, pas forcément de fait. C'est vraiment la perception de chacun. Et donc, du coup, peut
finalement en vouloir, en fait, c'est pas la qualité de la relation actuelle qui influence la relation, mais c'est le solde négatif. Ah bah j'ai beaucoup donné pour toi il y a longtemps, je me suis sacrifiée pour le couple, etc., etc. Et j'ai pas eu cette reconnaissance. Et en fait, ce solde négatif, c'est comme si il perdurait en fait et il assombrissait en fait la relation actuelle. Encore une fois, je parle que de perception. Euh, la définition de Stephen Covey par rapport à une relation qui est satisfaisante, il dit qu'une relation de qualité, elle est directement liée au niveau de confiance ou de sécurité entre les personnes qui la composent et que la relation doit être fructueuse, c'est-à-dire qu'elle apporte plus de débit que de crédit pour chacune des personnes concernées. Il précise aussi que c'est en fait des relations où on a le sentiment d'avoir le droit à l'erreur cette possibilité de corriger en fait cet équilibre en apportant consciemment finalement des crédits à la relation. David Bradford et Carol Robin dans Connect, eux, ils parlent de relations extraordinaires. Donc déjà, j'aime bien le mot parce que c'est inspirant et c'est motivant. Eux, ils donnent en fait six caractéristiques à une relation qui est extraordinaire. Je vais vous les lire. Donc, la première, c'est tu peux être pleinement toi-même et l'autre également. Vous êtes tous les deux disposés à être vulnérables. Vous avez confiance dans le fait que vos révélations ne seront pas utilisées contre vous. Vous pouvez être honnêtes l'un envers l'autre. Vous gérez les conflits de manière productive et vous êtes tous les deux engagés dans la croissance et le développement de l'autre. Alors, si j'essaye un peu de regrouper tout ce que je t'ai dit, que ce soit la définition de Stephen Covey, que ce soit ma définition à moi ou celle de David Bradford et Carol Robin, il y a pour moi 4 critères en fait qui vont te permettre d'évaluer la relation. C'est un, la satisfaction mutuelle. S'il n'y a pas satisfaction mutuelle, ben forcément la relation va casser soit d'un côté, soit de l'autre. La perception évalue la relation. C'est ce qui explique aussi que parfois, on peut avoir une perception totalement différente de la relation que l'autre personne. La bonne nouvelle, c'est que la perception, bah, tu peux beaucoup la travailler par toi-même. Il y a quand même une notion d'investissement, d'engagement, de confiance dans la relation. Donc, il y a une notion d'engagement mutuel pour que la relation dure. C'est sûr que si tu te sens constamment sur la sellette, dès que tu fais une boulette, une erreur ou un comportement qui n'est pas adéquat, bah, c'est difficile en fait d'arriver à t'ouvrir dans la relation. Et le dernier point, c'est l'intégrité et l'honnêteté de chacune des personnes. Et ici, en fait, pour moi, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est l'intégrité, l'honnêteté que tu as envers l'autre. C'est-à-dire que si tu lui dis quelque chose, tu le fais. Si tu t'engages à faire quelque chose, tu le fais. Mais aussi l'intégrité, l'honnêteté envers toi-même. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire oui si tu penses non. Cet alignement intérieur. Tu vas oser, en fait, parler de ton point de vue, même si tu sais que ça va pouvoir potentiellement fâcher l'autre, tu vas oser aller dans le conflit, la discussion, peut-être faire un retour à l'autre quand ça te convient pas et d'aller vraiment au bout de ça. Et c'est en fait par ce principe-là que la relation finalement va grandir parce que pour moi, la relation, elle grandit quand tu arrives à être toi, tu acceptes que l'autre est lui et que finalement, en fait, avec des allers-retours, avec de la discussion, tu as cette confiance que vous allez trouver ces solutions gagnant-gagnant. J'espère que cette définition t'a motivé à aller voir un peu plus en détail le compte bancaire. Pour moi, quels seraient les avantages en fait de voir tes relations comme un compte bancaire émotionnel?
Alors, j'en ai nommé plusieurs. J'espère que ça va t'aider. La première chose pour moi, c'est que ça permet en fait de comprendre qu'une relation, elle est jamais acquise à vie, qu'elle peut casser quand les débits deviennent plus grands que les crédits selon la perception de l'autre. Et ça, c'est important en fait d'en prendre conscience finalement. Le deuxième point qui est un peu plus, on va dire, positif, c'est que ça te permet de comprendre qu'une relation, elle peut se réparer. En fait, si tu sens que tu as beaucoup débité une relation, eh bien, au lieu de rester comme ça et de rien faire, tu peux consciemment essayer de réparer. Tu peux consciemment essayer de corriger. Et je trouve que cette vision de ce compte bancaire émotionnel, elle est intéressante dans ce sens-là. Le troisième point que j'ai déjà évoqué plus tôt, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire, si tu fais une erreur une fois, ben, ça ne va pas déterminer en fait toute la relation. C'est l'ensemble de tes actions qui comptent. Si tu as régulièrement apporté du crédit, encore une fois, qui est du crédit pour l'autre qui perçoit ça comme ça, eh bien, il y a ce droit à l'erreur qui est là. Pour moi, en tout cas personnellement, ce que ça m'a vraiment aidé à comprendre, c'est le côté systémique d'une relation. C'est-à-dire comment mes actions, en fait, ça influence indirectement celle de l'autre. Donc, par exemple, si moi je fais une action en débit, eh bien, comment l'autre agit? Est-ce que lui aussi il fait des actions en débit? Comment ça peut escalader dans la relation, par exemple? Et comment ça impacte en fait la qualité de la relation, plutôt un solde négatif ou un solde positif. Que la perception, c'est la clé. C'est-à-dire que la perception du solde de la relation, elle peut être totalement différente entre un membre de la relation et l'autre. Et là, pour moi, c'est ce qui donne le gros du travail du couple, où il y a un besoin de clarifier les attentes, un besoin de clarifier comment toi tu perçois le couple, un besoin de clarifier qu'est-ce que tu as besoin comme crédit, qu'est-ce que toi tu perçois comme débit. Et donc, que finalement, tu peux pas partir d'emblée, que tu sais déjà comment l'autre perçoit les choses. Et ça aide à prendre de la distance, en fait, parce que des fois, il peut y avoir ce sentiment, mais je fais beaucoup d'efforts pour la relation et l'autre ne le voit pas. Et je trouve que ce compte bancaire émotionnel, ça t'aide à comprendre que finalement, c'est comme si vous aviez deux comptes parallèles, deux comptes d'évaluation parallèles. Et que ça demande un petit peu de faire des comparatifs entre vos comptes respectifs. Et encore une fois, le dernier, c'est l'impact du temps. Et l'impact du temps, pour moi, il y a deux aspects. Donc, celui que je t'ai déjà parlé, c'est que plus une relation s'installe dans la durée, plus les anciens soldes ou les poussières qu'on met sous le tapis, les choses qu'on n'a pas discutées, qui étaient déséquilibrées, plus elles vont impacter en fait la qualité de ta relation actuelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si j'en parle un peu en manière bancaire? Ça veut dire que c'est important de solder régulièrement les comptes, de retrouver, en tout cas pour ta perception à toi et pour l'autre, de t'assurer en fait que le solde négatif ne grossit pas trop parce que ça va casser la relation. Donc, de solder les comptes régulièrement et pas forcément en demandant à l'autre de faire quelque chose. Tu vas voir, je vais te donner pas mal d'outils pour arriver à toi solder ton compte selon ta perception. Et la deuxième chose, c'est l'importance de la régularité des attentions et que l'autre perçoit cela comme des crédits à la relation. Parce que ce qui peut aussi souvent se passer dans un couple de longue durée, c'est qu'au départ, ben, dans la phase de séduction, ben, c'est pas un problème de d'apporter du crédit, c'est presque automatique. Nos hormones nous y aident hein, d'ailleurs. Euh, mais après, en fait, on demande, mais on oublie en fait de donner.
Et le fait de voir ça comme un compte bancaire, ça permet de voir, ben, vous, quand vous avez votre compte à la banque, vous êtes quand même content d'avoir le salaire qui tombe chaque mois. Eh bien, pour l'autre, c'est la même chose. Pour le couple, c'est la même chose. Les attentions, ça apporte vraiment du crédit. On va voir lesquelles vous pouvez faire. Alors, comment j'ai personnellement, en fait, utilisé ce compte bancaire émotionnel? La première étape que j'ai fait, c'est que j'ai évalué mes relations que moi j'appelle clés, donc les relations avec qui j'avais envie de continuer à avoir des relations. Et j'ai fait vraiment un bilan honnête en me demandant, mais est-ce que je perçois cette relation comme satisfaisante ou pas? Si oui ou sinon, pourquoi? Et qu'est-ce qui devrait changer? Encore une fois, c'est ma perception pour qu'elle soit satisfaisante. Et j'ai pu observer en gros 4 tendances dans mes relations et je vais un peu te les décrire. Peut-être que ça va t'aider à toi faire ton évaluation. Le premier cas, c'est cette sensation ou cette perception que je donnais trop, que je créditais trop à la relation. Donc ça se passait assez souvent dans mes relations amoureuses. J'avais cette tendance à me projeter assez vite et à vite faire beaucoup et à très vite apporter beaucoup de crédit à la relation. Euh, une autre manière d'apporter du crédit à la relation, c'est en t'oubliant pour l'autre ou pour la relation. Donc, par exemple, si tu arrêtes de travailler à l'arrivée des enfants, si tu déménages pour l'autre, ça apporte des gros crédits d'un seul coup, des gros crédits pour la relation. Et donc, du coup, ça endette inconsciemment l'autre. Et tu vas me dire, mais Sandy, je ne comprends pas en quoi le fait de trop donner, c'est un problème. Si tu regardes ça, en fait, sur le compte, sous l'angle de ce compte bancaire émotionnel, en fait, c'est comme si tu forces l'autre à d'un seul coup s'endetter. Et alors que l'autre, il a peut-être pas encore envie de s'engager autant que toi, alors que l'autre, il a peut-être pas envie de donner à la hauteur de ce que tu as donné. Ça a été toi un choix personnel. C'est peut-être même pas l'autre qui t'a forcé à faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce que ça peut faire? En fait, l'effet pervers que ça fait, c'est que tu as l'impression que tu donnes, tu donnes, tu donnes, et ça peut inconsciemment, en fait, pousser l'autre à arrêter la relation, à solder les comptes, parce que il sent que la dette, elle est trop élevée. Et ça, c'est souvent quelque chose d'inconscient qui se ressent. Surtout si toi, tu as donné selon l'intention avec laquelle tu as donné, l'autre va ressentir, ah mais oui, en fait, là, j'ai trop, j'ai pas demandé à recevoir autant et je me sens en fait finalement responsable d'une dette où je dois rembourser une dette que j'ai pas décidée. Et donc souvent, cet effet que ça fait, en fait, c'est que la personne, elle fuit la relation. Le deuxième cas que j'ai pu observer dans mes relations, c'était en fait un des membres de la relation, en fait, débite la relation, mais s'excuse à chaque fois. Donc ça fait crédit-débit, 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 si tu regardes un peu l'objectif d'un compte bancaire. Et en fait, tu perçois ça comme insatisfaisant. L'autre, il le reconnaît, il s'excuse et en fait, si c'était vraiment une excuse et qu'il y avait un changement dans le comportement, ça deviendrait vraiment une opération nulle. Le problème, c'est si le comportement continue de se reproduire, que la personne, en fait, continue à ne pas tirer les leçons de ça. Et en fait, tu peux après comprendre que plus le comportement va se répéter, plus ça va devenir du négatif parce qu'il va y avoir l'accumulation de la frustration, l'accumulation des discussions, etc., etc. Après, une autre tendance, en fait, que j'ai pu observer moi dans mes relations, c'est que je donnais mal. C'est-à-dire que des fois, si j'étais parfaitement honnête, l'intention avec laquelle je donnais les choses, elle n'était pas sans objectif. Donc, il y avait vraiment une intention de recevoir en retour ou d'avoir une certaine... C'était assez conditionné. Ou bien, ce qui pouvait aussi se passer, c'est un manque de constance. C'est-à-dire que un coup je donnais, un coup je donnais pas, j'étais pas régulière dans l'entretien de la relation.
Et aussi, ce que je donnais, c'était peut-être pas forcément perçu comme étant positif par l'autre. C'est-à-dire que ça apportait pas vraiment du crédit à la relation. Et en fait, en observant ça, ça m'a permis de comprendre en fait pourquoi certaines personnes se sont éloignées de moi. Le dernier cas, c'est le cas où toi, tu reçois du crédit, c'est-à-dire que tu prends beaucoup dans la relation et tu donnes peu, et d'un seul coup, tu remarques en fait que la personne soit s'éloigne de toi, soit se déconnecte ou te fait beaucoup de reproches. Et si c'est une relation qui compte pour toi, en fait, tu peux avoir deux réactions. Si tu sens cet éloignement, cette déconnexion, si tu sens les reproches, eh ben, tu peux avoir la tendance à te dire, bah, moi, je me braque, je vais pas aller vers cette personne qui a pas envie de moi, ou je vais pas essayer de comprendre les reproches parce que je pense que c'est pas juste. Euh, Tu peux aussi, et c'est ce que je t'invite, à aller voir quelle est la perception de l'autre en lui demandant tout simplement un feedback sur sa perception de ce que tu donnes ou de ce que tu donnes pas dans la relation. Ensuite, quand j'ai fait cette évaluation-là, la deuxième étape, pour les relations qui me paraissaient insatisfaisantes, et encore une fois, la satisfaction, elle est basée sur ta perception, donc pas forcément que sur les agissements de l'autre. Et je me suis ensuite posé la question pour celles que je percevais comme insatisfaisantes, sachant que ma satisfaction est autant basée sur ma perception que les agissements de l'autre. Je me suis posé la question de comment je pouvais rétablir cet équilibre en fait par moi-même. Donc, je vais reprendre en fait les 4 tendances que je t'ai mentionnées tout à l'heure pour voir comment tu peux appliquer en fait ce raisonnement. Donc, la première chose, c'est dans le cas où j'avais l'impression de donner trop, de trop créditer la relation. Le gros travail que tu peux faire en fait, c'est de apprendre à gérer tes attentes, les pensées que tu as sur la relation, les projections, parce que c'est finalement tout ça qui vont faire que tu vas donner beaucoup ou investir beaucoup dans la relation. Et une fois que tu travailles là-dessus, eh bien, ça va te permettre d'investir un petit peu dans la réciprocité de la relation. Il faut pas oublier que dans la première année de relation, en fait, c'est cette réciprocité qui va te confirmer en fait l'intérêt de l'autre de vouloir construire la relation. J'en parle plus en détail dans l'épisode 6 sur les 6 stades de la relation amoureuse, où finalement dans la première année, en fait, tu choisis ou tu rechoisis l'autre en fonction de ton degré de connaissance de l'autre et aussi en fonction du stade dans lequel vous allez vouloir évoluer dans la relation. Et si tu penses en fait que c'est pas que tu donnes trop, mais que c'est finalement l'autre qui donne mal ou qui donne pas assez selon toi, tu peux te demander si c'est vraiment vrai ou si c'est juste ta perception, si peut-être l'autre peut donner d'une autre manière que ce que toi tu aimerais, et à ce moment-là, engager une discussion, une communication pour dire clairement en fait ce que tu as besoin, ce qui te manque, et d'être assez concrète en fait sur comment tu voudrais que ce besoin soit réalisé dans la relation. Moi, je me suis par exemple personnellement rendu compte que je communiquais peu clairement, peu concrètement ce que je voulais, et donc forcément ça compliquait en fait le travail de l'autre qui peut décider, ben oui, j'ai envie d'aller dans son sens, ou non, j'avais pas envie d'aller dans son sens. Dans le cas où tu as dans l'autre personne de la relation qui débite, en fait, qui a des comportements qui te dérangent et qui s'excuse, mais qui change pas vraiment le comportement. Là, en fait, il y a deux choses que tu peux faire. C'est un, te peux dire, est-ce que j'arrive à accepter cette personne une bonne fois pour toutes, sans essayer de le changer? Alors, je sais pas, comme il y a beaucoup de disputes sur les tâches ménagères, si ton cher étant ne range pas le lave-vaisselle selon tes critères personnels, est-ce que tu arrives à l'accepter sans essayer de changer? Ça pourrait être une invitation que je te donne.
ou alors, en fait, de communiquer clairement, en fait, qu'est-ce que ça te fait pour toi émotionnellement quand la personne s'excuse mais finalement ne change pas son comportement. Une autre manière de le faire, c'est tu peux aussi créer un effet miroir. Si tu vois que ton partenaire, en fait, il y a quelque chose qui l'a dérangé et que toi, tu t'excuses et tu reproduis le comportement également, eh bien, en fait, tu peux lui montrer ce comportement-là, voir l'effet que ça fait sur lui pour l'aider, en fait, à comprendre l'effet que ça fait sur toi et toi, par la même occasion, peut-être aussi de changer cet aspect de ton comportement. Si tu te rends compte, en fait, que tu donnes mal, en fait, ici, il y a deux choses que tu peux faire. C'est de vérifier ton alignement. C'est-à-dire, la première étape, c'est de vérifier, en fait, euh, pourquoi tu donnes? Est-ce que tu donnes avec quelle intention? Est-ce que tu as envie juste de donner ou est-ce que tu donnes pour recevoir? Moi, j'avoue que quand je faisais le bilan, ce n'était pas toujours sans une intention de recevoir. Ou est-ce que tu as le sentiment finalement que au départ, tu as eu un comportement qui n'était pas vraiment le tien. C'est-à-dire qu'au début de la relation, tu as fait plus, tu as donné plus pour plaire, mais que c'était pas vraiment en fait toi, c'était pas vraiment ta manière de faire. Et là, finalement, d'expliquer à l'autre que ce qui est ta vraie nature plutôt que d'agir constamment en non-alignement. Et pour les relations suivantes, de te dire, ben, en fait, est-ce que j'ai envie de donner plus que ce que moi, je donne naturellement ou pas? Parce que ça peut donner finalement une fausse image, une fausse attente de l'autre, finalement. Et si tu ne sais pas, en fait, pourquoi l'autre le perçoit comme étant plus du débit que du crédit, eh bien, de demander sincèrement un feedback à l'autre. Pour le dernier cas de figure où tu prends beaucoup mais tu donnes peu, en fait, si tu as cette conscience que finalement dans cette relation, tu as créé ce que j'appelle une dette relationnelle, eh bien, en fait, tu peux rétablir l'équilibre en limitant, en fait, les personnes qui donnent trop, en prenant moins, en refusant un peu du crédit, si j'ose dire. Tu peux aussi prendre conscience de donner plus, d'apporter plus du crédit. Encore une fois, selon la perception de l'autre, c'est pas ta perception à toi. Pour essayer de rétablir cette dette relationnelle et éviter que cette relation casse dans le temps. Et la dernière chose que moi j'ai faite personnellement, c'est d'évaluer l'impact du facteur temps. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, en fait, la relation actuelle, elle est peut-être équilibrée, mais c'est le passif qui a été déséquilibré, qui a endetté, qui a alourdi la relation. Donc, si toi, ton partenaire ou la personne en face de toi t'a aidé dans cette phase, dans une phase difficile, que cette personne, elle était là pour toi, qu'elle t'a soutenu, ou bien qu'elle a peut-être sacrifié certaines choses pour le bien de la relation, pour le bien du couple, eh bien, tu peux décider consciemment de rétablir l'équilibre euh, en rajoutant du crédit. Et encore une fois, le crédit doit être perçu par l'autre comme étant du crédit. Donc, ça peut être en reconnaissant tout ce que la personne a fait pour toi, en aidant cette personne, en la soutenant dans un projet qu'elle a à cœur, qu'elle n'arriverait peut-être pas toute seule, etc., etc. Si toi, au contraire, tu as le sentiment que c'est toi, en fait, qui a mis ta vie entre parenthèses, qui a beaucoup donné dans le passé, dans la relation, eh bien, en fait, tu peux le voir comme, bah, maintenant, je vais éponger ma dette et
pour éponger ta dette, en fait, tu n'as pas besoin forcément que l'autre fasse quelque chose ou tu n'as pas forcément besoin que l'autre rajoute en fait une dose de plus, mais tu peux rétablir cet équilibre en te remboursant. C'est-à-dire que si je prends l'exemple des enfants, tu peux te dire, ben voilà, cette fois-ci, dans le passé, j'ai moins travaillé pour les enfants, mais maintenant, j'ai envie de me réorienter et je voudrais avoir ce temps pour mes études. Ou j'ai envie de commencer dans un domaine, un nouveau travail, me réorienter. Tu vois, de regarder en fait qu'est-ce qui va te permettre pour toi d'avoir cette perception que la relation, elle est revenue en fait à un solde plus équilibré. Ce qui peut aussi arriver, c'est que quand tu commences à faire cette évaluation, euh, tu peux te poser peut-être deux questions, où il y a peut-être deux choses qui peuvent te venir à l'esprit. La première, c'est de dire, mais est-ce que j'en demande trop? Est-ce que j'ai trop d'attentes? Est-ce que j'ai trop de besoins, etc., etc. Et moi, je dis toujours, en fait, si tu as ce besoin, si tu ressens ce besoin, eh bien, à ce moment-là, tu dois respecter ton besoin. Tu ne te crées pas des besoins pour embêter les autres. Ce que tu peux te poser, par contre, comme question, c'est si tu as déjà un moyen de combler ce besoin par toi-même sans dépendre de l'autre et ou quelle est la partie que tu as besoin de demander à l'autre. La deuxième remarque que je reçois souvent par rapport à ça, c'est est-ce que l'autre peut percevoir la relation totalement différemment? Et oui, et c'est vraiment, c'est pour moi en fait la partie intéressante, c'est de voir que finalement chacun tient en finalement un compte bancaire émotionnel de ce côté, et ce qui explique en fait qu'on peut avoir des perceptions différentes parce qu'on a des attentes différentes, on a des projections différentes, on évalue différemment ce qu'on donne en débit, ce qu'on donne en crédit. Et finalement, il n'y a pas un juste, il n'y a pas un faux. Moi, je dis toujours, ce qu'on demande en relation, c'est des préférences. Et c'est pour ça que c'est important de parler de ces préférences, d'en parler ouvertement, de les décrire précisément pour que chaque personne puisse se dire, bah oui, moi j'ai envie d'aller dans son sens pour ça, j'ai pas envie d'aller dans son sens pour ça, parce que, ben, comme tu as vu, pour qu'une relation soit satisfaisante, c'est aussi cette intégrité, cette honnêteté. Donc, c'est dans quel cas, en fait, si je dis oui à l'autre, je dis non à moi. Et à ce moment-là, bah, c'est un non. Et dans quel cas, en fait, je dis oui à l'autre, mais c'est aussi un oui pour moi, parce que ça me fait plaisir de. Et puis, dans quel cas, on trouve peut-être une troisième solution qu'on n'aurait pas trouvée parce qu'on a pris le temps de mettre les choses à plat. Si je reprends un peu ce que Stéphane Covey, lui, donne comme conseil pour contribuer au crédit d'une relation, je vais te les donner parce que je les trouve particulièrement mignons et jolis en fait. Le premier, c'est d'essayer de comprendre l'autre et de vraiment de s'intéresser à son monde, de s'intéresser à l'autre et d'aller avec lui en fait, de se laisser emmener dans le monde de l'autre, dans l'intérêt de l'autre à la hauteur de l'importance que l'autre a pour nous. Donc, par exemple, si ta tendre moitié est fan, je sais pas, de Lego ou de Star Wars, que c'est pas un monde qui t'intéresse, mais d'aller découvrir ce monde, d'aller s'intéresser à son monde à la hauteur de l'importance que cette personne a pour toi, bah ça, c'est un vrai gros crédit à la relation. Aussi prendre soin des petites choses. Donc, c'est les petites attentions, les petites régularités qui font que ben, la relation se nourrit, se cultive. Moi, je dis toujours, on est comme des jardins, on a besoin d'être arrosé régulièrement. Donc ça, c'était aussi mignon, je trouvais. Tenir ses promesses et ses engagements, c'est-à-dire que quand on dit oui, c'est un oui, quand on dit non, c'est un non. Clarifier les attentes parce que, encore une fois, ce qui fait que la relation soit satisfaisante pour l'autre, c'est la perception de l'autre.
Rester intègre dans la relation, c'est-à-dire que tu es la même personne dans la relation ou à l'extérieur de la relation. Là, il y avait un angle qui me paraissait assez intéressant où il disait finalement, si tu es quelqu'un, par exemple, qui a du genre à raconter du mal des autres en l'absence des autres, eh bien, en fait, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer plus tard, en fait, un manque de confiance vis-à-vis de la personne parce qu'elle sait que potentiellement, tu peux faire ce que tu fais pour les autres, tu peux aussi le faire pour la personne de la relation. Donc, vraiment te poser la question, quelles sont les valeurs que tu as envie de cultiver en tant que personne et comment tu peux les appliquer à l'intérieur de la relation comme à l'extérieur de la relation. Et s'excuser de façon sincère si on a fait un débit. Donc là, c'est pas le comportement que j'ai décrit avant qui fait le comportement s'excuse, reproduit, s'excuse, mais vraiment s'excuse de façon sincère et tire bien sûr les leçons de son acte. Pour David Bradford et Carol Robin, eux, ils parlent de la vulnérabilité. Et il parle de cette technique des 15% où en fait, le fait d'exprimer comment tu perçois les choses, comment tu ressens les choses, ben ça va donner une grille de lecture un peu plus fine à l'autre qui va comprendre en fait pourquoi certaines choses c'est plus sensible pour toi, pourquoi d'autres ben ça peut te passer au-dessus. Cette compréhension de l'autre, ça aide à comprendre en fait pourquoi une personne agit ou agit pas de cette manière. Le deuxième critère, c'était l'empathie, se mettre à la place de l'autre, comprendre l'autre. Et là, vraiment de se dire, ah ben, je comprends pourquoi tu peux te sentir comme ça. Donc, c'est vraiment euh, d'aller jusqu'au stade où j'arrive à comprendre pourquoi l'autre se sent comme ça. La satisfaction mutuelle. Et dans le cadre de la satisfaction mutuelle, il parlait en fait du degré d'influence dans la relation. Et il parlait notamment comment on peut, alors qu'est-ce que c'est le degré d'influence? C'est quelle est l'influence qu'un partenaire peut avoir dans ce qui est fait dans la relation, dans les projets qu'on peut avoir dans la relation, dans ce qui se passe dans la relation, dans comment une relation fonctionne. Peut-être que tu as le sentiment que des fois, il y a certaines relations amicales ou certaines relations au travail ou amoureuses où c'est unidirectionnel. C'est-à-dire que si l'autre ne décide pas, ne dit pas sous quelles conditions est la relation, ben, il n'y a pas de relation. Donc là, quand tu es dans une relation comme ça, en fait, tu as 0 degré d'influence dans la relation. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que David Bradford et Carol Robin, ils disent qu'il y a plusieurs moyens de céder cette influence dans la relation. Et j'avais envie de te les donner parce que je les trouve, peut-être il y a certains critères que tu n'aurais pas pensé, mais c'est en effet un moyen de céder de cette influence. Donc la première chose, ce qui te fait céder l'influence dans la relation, c'est si tu supposes que tes besoins sont secondaires par rapport à ceux des autres ou de l'autre. Donc, c'est comme si tu créais en fait une hiérarchie et donc forcément, en fait, tu vas moins aller dans la discussion, tu vas moins aller dans le conflit parce que tu penses que l'autre est prioritaire. Si tu n'écoutes pas tes sentiments, si tu te laisses interrompre dans ta discussion, si tu recules quand l'autre n'est pas d'accord avec toi, si tu évites les conflits, si tu donnes pas de retour à l'autre en supposant en fait que le problème vient à 100% de toi. Euh, si pour toi, en fait, la préoccupation principale, c'est d'être aimé et approuvé, plutôt que d'avoir un équilibre et une satisfaction mutuelle dans la relation. Si tu minimises l'importance de ce que tu dis, si tu ne t'attribues pas en fait les mérites de ce que tu fais de bien ou de tes réalisations, et aussi si tu ne signales pas un problème parce que tu n'as pas une solution concrète à proposer. Et j'ai trouvé en fait que ces critères sont super intéressants parce que ils sont pas toujours forcément évidents.
Une autre qualité que David Bradford et Carol Robin recommandent pour une relation extraordinaire, c'est le feedback et la gestion des conflits. Donc voilà, là je pense que tu es équipé pour savoir comment apporter du débit et du crédit à ta relation. Euh, et peut-être qu'il y a une question qui peut t'arriver où tu te dis, mais ok, mais j'ai l'impression que quand même, je continue à m'endetter relationnellement. Je n'arrive pas en fait à inverser la vapeur dans mes relations. J'ai l'impression d'être toujours en négatif. En tout cas, c'est ma perception. Euh, eh bien, ici, ça vaut la peine, en fait. Si tu vois que c'est répétitif dans plusieurs de tes relations, qu'il y a cette tendance qui se dessine, ça vaut la peine d'aller comprendre un petit peu dans tes mécanismes quelle a été l'influence de ton passé qui a fait que tu es dans cette tendance. Toujours donner trop, ou au contraire, prendre, mais pas arriver à donner, pas arriver à t'ouvrir dans la relation. Parce que finalement, cette manière de donner et de recevoir, ça a été souvent influencé dans ton passé, ça a généré en fait des automatismes relationnels et c'est intéressant d'aller creuser dans le passé. Quel est l'enjeu en fait si tu rentres dans une satisfaction mutuelle? Parce que c'est peut-être ce que tu veux rationnellement, mais si dans ton passé tu as appris que la seule condition pour aimer c'était de donner, donner, donner ou de garder une certaine distance, ça va être difficile de changer de manière radicale en fait ta manière d'être. Donc ça vaut la peine d'aller creuser dans le passé. Si tu veux, tout ce travail du passé, tout ce travail de pratiquer les qualités relationnelles pour être mieux et aligné en relation, ça, c'est vraiment un travail qu'on fait dans S'ouvrir à l'amour, où on commence en fait par faire le bilan, par voir en fait comment tu relationnes, quelle est ta tendance, quel est ton biais, d'où est-ce que ça vient dans ton passé. Ensuite, on travaille sur cette partie du passé, sur ces automatismes finalement inconscients que tu as. Et après, en fait, un des grands modules qu'on a, c'est le module de communication, c'est le module de cette indépendance émotionnelle. On travaille sur ses pensées, sur ses émotions pour justement arriver petit à petit à rétablir un équilibre qui nous paraît satisfaisant en relation. Encore une fois, c'est notre perception. Euh, et ça demande de la pratique. Et c'est pour ça que dans S'ouvrir à l'amour, même si tu es célibataire, en fait, tu passes à la pratique avec tes relations existantes. Il y a en général souvent suffisamment de travail pour faire ce petit rééquilibre-là. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Il était un petit peu plus long que les autres, mais j'avais envie de vous transmettre tous les outils à un seul endroit. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une petite revue sur Apple ou Spotify, des petites étoiles. Je te remercie en tout cas et on se retrouve la semaine prochaine.